Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour ma toute première vidéo sur cette chaîne YouTube du projet MaxWeb. Dans cette première vidéo, comme vous avez pu le voir sur le titre et également sur la miniature, nous allons traiter d'un dossier un peu long, un peu particulier, mais ma foi très intéressant, à propos du modèle économique dans le milieu du jeu vidéo qu'est le free-to-play. Ce nom, beaucoup de gens le connaissent, etc. Mais peu de choses sont exactement connues au niveau des stratégies marketing qui sont utilisées et plus généralement comment ça fonctionne, etc. Donc nous allons au travers de cette vidéo traiter un peu tous ces sujets-là le plus précisément que possible. Le free-to-play désigne tout simplement un modèle économique utilisé pour le développement d'un jeu. L'accès justement de ce jeu est donné gratuitement, mais par contre l'amélioration, le marketing autour du jeu, son développement, etc. Toutes ces choses-là seront financées par les joueurs. Voilà, donc c'est un modèle économique qui n'est pas très vieux, et on va justement essayer de voir comment est-ce qu'il a été créé. Il faut savoir qu'entre 2004 et 2008 se passe un peu l'essor du free-to-play dans le monde entier avec des jeux gratuits, enfin disons à l'accès gratuit, qui se déroulent sur Facebook. Le réseau social s'est vraiment développé à une croissance phénoménale depuis peu et propose à ses utilisateurs, pour passer le temps entre deux discussions, etc., quelques jeux qui sont disposés, disons, gratuitement pour les utilisateurs. Parmi les jeux qui sont, disons, populaires, on peut retrouver de nombreux jeux comme par exemple Farmville ou Restaurant City, qui sont des jeux gratuits justement, mais dans lesquels les joueurs peuvent dépenser entre 1, 2, voire même 3 euros par jour. En 2007, lors d'une keynote d'Apple, Steve Jobs annonce pour la toute première fois le premier modèle iPhone. C'est donc un téléphone mobile, donc qu'on appelle maintenant un smartphone, etc., dans lequel vont pouvoir être disponibles des applications, d'autres choses qui n'étaient pas auparavant proposées dans des téléphones habituels. Et c'est justement le fait de pouvoir poser de nouveaux jeux sur ces téléphones, sur ces appareils mobiles, qui va encore plus développer, qui va donner de nouvelles opportunités au domaine du free-to-play, puisque des jeux vont pouvoir être distribués sur encore une nouvelle plateforme. C'est pour finir en 2010 avec la première présentation encore une fois par Steve Jobs de l'iPad que, encore une fois, comme pour le même principe que l'iPhone, de nouvelles opportunités vont être créées puisqu'on a encore cette fois-ci un nouveau support qui est créé pour recevoir de nouveaux jeux, de nouvelles applications et donc potentiellement de nouveaux jeux free-to-play. Tout d'abord, il faut savoir que sur les plateformes disponibles pour télécharger des jeux mobiles, c'est-à-dire l'App Store et le Play Store, il faut savoir que 79% des revenus générés par ces plateformes de téléchargement pour des applications mobiles, et bien 79% des revenus qui sont générés justement avec des jeux free-to-play. On a donc vraiment des jeux free-to-play qui ont une importance assez colossale sur ces plateformes de téléchargement mobile. Ça fait donc que, en général, en comptant toutes plateformes confondues, donc là on a parlé principalement de mobile avec ses 79%, mais toutes plateformes confondues, c'est-à-dire ordinateur, tablette, smartphone, etc., eh bien on a quand même 6,3 milliards d'euros qui sont générés par les jeux free-to-play en 2010. C'est malheureusement la seule date que j'ai pu trouver par rapport à ces jeux free-to-play, mais quand même en 2010 on avait déjà 6,3 milliards d'euros, c'est quand même assez important, je ne sais pas si on peut vraiment se rendre compte. Et depuis, bien évidemment depuis cette date, avec l'arrivée de nouveaux jeux qui sont très rentables, comme par exemple Clash of Clans, etc., ces chiffres-là ont très largement augmenté, et déjà en 2010, les revenus générés par les jeux free-to-play représentaient quand même 17% du marché du jeu vidéo mondial. Donc 17%, c'est quand même pas mal. Pour finir, 70% des Français jouent aux jeux vidéo, et il faut savoir également que 80% des Français ont joué au moins une fois à un jeu vidéo. Il y a seulement 20%, enfin seulement, oui c'est quand même pas beaucoup par rapport aux 80% restants, 20% de la population française n'a jamais touché un jeu vidéo, mais quand même 80% y a déjà touché au moins une fois. J'ai calculé, ça représente un peu en plus de 50 millions de Français, c'est quand même assez important. C'est vraiment, ça montre que les free-to-play ont démocratisé le jeu vidéo puisque tout le monde quasiment peut y jouer en France, voilà, enfin la grande majorité du pays en tout cas y a joué.
Il faut savoir que les jeux free-to-play coûtent en moyenne, écoutez-moi bien, 30 fois moins cher à être créé. 30 fois moins cher, c'est quand même assez hallucinant pour un studio de développement. Payer, enfin, le coût d'un jeu qui coûte 30 fois moins cher, et bah c'est quand même pas rien. Un jeu payant coûterait entre 10 et 40 millions d'euros, tandis qu'un jeu free-to-play, écoutez bien, coûterait entre 70 000 et 220 000 euros lors de son développement. Sans compter bien évidemment au fur et à mesure les ajouts, donc le développement qui va être fait en supplément. Mais de base, un jeu free-to-play ne dépasse pas le 1 million d'euros à être créé, alors que quand même un jeu payant, c'est entre 10 et 40 millions d'euros pour les jeux les plus chers à être créés. On a quand même une sacrée différence. Ensuite, une grande différence qui se passe entre les deux systèmes de jeu, c'est tout simplement la cible. Les jeux payants en effet ne visent pas les mêmes personnes de la population que par rapport aux jeux free-to-play. Les jeux payants visent en effet, enfin ciblent comme personnes de la population les hardcore gamers. Derrière ce mot un peu barbare se cache tout simplement une catégorie de joueurs qui est défini par un joueur qui passe environ plus de 14 heures par semaine devant les jeux vidéo. Alors 14 heures par semaine, ça paraît beaucoup, mais franchement quand on y pense, ce n'est pas si gros que ça, puisque 2 heures par jour devant un jeu vidéo, et ben ça paraît pas comme ça au premier abord, mais c'est plutôt rapide à passer. Un jeu vidéo qui compte sur toute plateforme confondue, encore une fois, c'est pas forcément devant sa console de jeu enfermé dans sa chambre, ça peut très bien être dans le métro entre deux stations en train de jouer à un jeu, etc. Bah franchement 2 heures par jour devant un jeu vidéo, ça passe plutôt vite, donc c'est quand même malgré tout ces cibles là que visent les jeux payants, puisque c'est ces personnes là qui sont susceptibles d'acheter les jeux pour y jouer beaucoup, donc des clients fidèles qui pourront rapporter des jeux de l'argent plutôt à la société. Les jeux free-to-play, quant à eux, visent les joueurs qu'on appelle les casual gamers, c'est-à-dire les joueurs occasionnels. Derrière, encore une fois, ce nom un peu anglophone, simplement, se cachent des joueurs, enfin des personnes qui ne sont pas à la base du tout la cible des jeux vidéo classiques. En effet, on a plutôt les jeunes, enfin quand je dis jeunes, c'est pas les adolescents, c'est encore un peu avant, disons entre 8 et 12 ans, on va dire, voilà. Les retraités, et également les femmes, puisque les femmes ne sont pas souvent eh ben, plébiscité, disons, lors de la création de jeux vidéo. On fait plutôt des jeux, disons, basés vraiment pour les hommes. Les femmes sont souvent un peu oubliées, malgré pourtant que ça représente quand même la moitié du public qui pourrait être concerné par les jeux vidéo. Et bien justement, les jeux free-to-play visent également ce public-là. On a donc face à un public qui est beaucoup plus large, mais malgré tout qui est beaucoup moins prêt à dépenser, puisque c'est vraiment un public, comme j'ai déjà dit, qui est occasionnel, et on va justement voir comment font plutôt les studios de développement pour régler ce problème de joueurs qui ne sont pas prêts à dépenser dans leur jeu. Comme nous l'avons dit précédemment, le casual gamer type n'est pas du tout prêt à dépenser. C'est vraiment un joueur occasionnel qui est là vraiment pour s'amuser, pour prendre du plaisir. Il n'est vraiment pas là dans une optique de dépenser de l'argent pour pouvoir jouer à un jeu. Il s'attache donc très rapidement à un jeu pour pouvoir se détendre entre deux moments de sa journée, mais ne s'attache pas vraiment au studio de développement. Il y a même de fortes chances qu'il joue à un jeu sans même savoir qui l'a créé. On a donc en plus un marché qui est à saturation aujourd'hui, puisque beaucoup, mais énormément de free-to-play sont disponibles autant sur toutes les plateformes que possible, donc autant sur navigateur, internet que sur téléphone mobile, etc. Donc il est vraiment très compliqué pour un studio de développement de nos jours d'attirer l'attention de potentiels clients, de potentiels joueurs casual gamers justement. On va maintenant un peu s'attarder sur la phrase qu'a dit Jamie Cheng, qui est donc la directrice et fondatrice, je ne sais pas si je le prononce très bien, excusez-moi, mais de Clay Entertainment, donc un studio, il me semble, canadien de développement de jeux free-to-play. Sa phrase est la suivante: ne faites pas payer les gens pour qu'ils s'amusent, amusez-les pour qu'ils payent. Derrière cette phrase se cache vraiment le principe même du jeu free-to-play. C'est que on ne veut pas que les gens, pour qu'ils puissent prendre du plaisir dans sa journée, que les joueurs, ne payent pour tout simplement pouvoir prendre du plaisir. On veut au contraire leur faire prendre du plaisir pour qu'ils aiment le studio de développement, pour qu'ils aiment le jeu lui-même, etc. Et qu'ils aient justement l'envie
d'acheter dans le jeu pour pouvoir soit progresser plus rapidement, soit tout simplement prendre encore plus de plaisir. Donc on a vraiment cette fois-ci le mode inverse, on fait vraiment la marche inverse par rapport au système de jeu classique, par rapport au jeu payant, et c'est justement ce qui donne l'originalité entre guillemets et la nouveauté de ce système économique qu'est le free-to-play. Nous allons maintenant lister les différentes stratégies commerciales qu'emploient les studios de développement pour pouvoir justement faire soit de la publicité pour leur jeu ou tout simplement pour se faire de l'argent parce qu'il faut bien survivre tout simplement. Tout d'abord, les studios font vraiment un travail assez intensif sur leur jeu pour pouvoir sortir très régulièrement ce qu'on appelle des mages ou des mises à jour pour améliorer le jeu, pour corriger des bugs, pour faire en sorte que le jeu plaise plus à ses joueurs actuels. Pour cela, ils se servent tout simplement des données qu'ils peuvent récolter de leurs joueurs pour voir un peu ce qu'ils font le plus, ce qu'ils font le moins, ce qui leur plaît le plus, ce qui leur plaît le moins, etc. pour pouvoir leur sortir une mise à jour qui sera vraiment la plus adaptée à eux. On a également dans le jeu des achats généralement qui sont intégrés pour pouvoir soit avoir de nouvelles capacités pour son personnage, soit pour débloquer de nouveaux niveaux, etc. Enfin bref, des achats intégrés qui généralement sont jugés comme utiles pour le joueur et qui le feront disons progresser et justement prendre plus de plaisir. On a également les publicités, les fameuses publicités dans les jeux free-to-play qui sont des fois omniprésentes justement, qui sont pas très bien vues, mais justement la personne qui a fait la publicité paye le jeu pour qu'il puisse le mettre dans son jeu, mais bon, ça gâche un peu l'image du jeu puisque la publicité a tendance des fois à envahir l'écran et à gâcher justement l'univers du jeu. Ces pubs-là, ces publicités sont mal vues et donc parfois les jeux free-to-play, les studios de développement rusent pour ce problème-là en faisant un système de pub qui donne des récompenses aux joueurs lorsqu'ils les visionnent. Par exemple, dans certains jeux, quand on visionne une pub, le jeu nous le propose, mais ce n'est pas obligatoire, mais si le joueur visionne cette publicité, il pourra tout simplement bénéficier dans le jeu, soit d'un bonus, d'un avantage qu'il n'avait pas auparavant, ou tout simplement d'une petite aide lors de sa progression dans le jeu. Pour finir, nous avons également les monnaies virtuelles. Elles se présentent dans différents jeux sous différentes formes, sous différents noms, mais sont sous le même principe, c'est qu'on va, avec de l'argent réel, entre guillemets, convertir son argent réel en une monnaie virtuelle qui va elle-même nous permettre d'acheter de nouvelles choses dans le jeu. Cette nouvelle monnaie rend l'achat beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable, entre guillemets. Les barrières pour franchir l'achat sont beaucoup plus faciles à franchir, tout simplement. Et ces monnaies virtuelles sont beaucoup plus faciles, disons, à être utilisées par rapport aux enfants, puisque les enfants, c'est des sociologues qui ont fait, je pense, cette statistique-là, mais les enfants sont beaucoup plus attirés par ces monnaies virtuelles que les adultes. Donc c'est vraiment des choses qui ne sont... C'est un peu cruel, puisqu'on fait des choses absolument... Tout sont possibles pour que les gens puissent acheter, mais en tout cas on sait que ça fonctionne très bien pour les enfants. Donc si on a un jeu free-to-play qui est destiné à un public d'enfants, eh bien on a vraiment beaucoup de chances que dans ce jeu-là, il y ait une monnaie virtuelle qui puisse exister. Mais il y a un petit souci, c'est que nous avons parlé de joueurs qui payent de la monnaie virtuelle, etc. Les achats intégrés et autres choses sont disponibles dans le jeu, mais il faut savoir que seulement c'est déjà ça, mais environ 5 à 10% des joueurs lors des jeux free-to-play sont prêts ou payent tout simplement de l'argent pour pouvoir bénéficier justement davantage dans le jeu. 5 à 10%, c'est pas beaucoup et justement les studios de développement comptent sur l'aide de certains joueurs que l'on va étudier tout de suite. Ces types d'acheteurs assez particuliers que visent les studios de développement pour tout simplement pouvoir survivre sont appelés, dans un terme encore une fois anglophone, les whales. Excusez-moi pour mon accent anglais si jamais il n'est pas très bon, mais en tout cas sachez que ça signifie en français baleine. La baleine, c'est pas un hasard, est un animal plutôt gros, plutôt imposant, et représente tout à fait ces types d'acheteurs puisque ce sont tout simplement les plus gros acheteurs que vous trouverez dans les jeux free-to-play, des gens qui tombent, des joueurs même, pas des gens, des joueurs qui tombent dans la démesure la plus totale et qui vont jusqu'à se ruiner tout simplement pour pouvoir tout débloquer dans le jeu, pour être le meilleur, etc. Et ce type de joueur est vraiment présent dans tous les types de jeux. On trouvera toujours des joueurs qui tomberont dans l'excès et qui vont
faire en sorte de pouvoir tout acheter et donc au final voilà vont se ruiner. Mais par contre les studios de développement sont très friands de ces types de joueurs là, puisque ce sont vraiment eux qui permettent de survivre, enfin la survie la plupart du temps de ces studios de développement. Donc on a quelque chose qui est un problème un peu moral, puisque finalement les studios de développement vont faire en sorte vraiment de mettre en place des systèmes pour faire en sorte que ces whales se mettent en place automatiquement chez les joueurs, que naissent des profils de joueurs comme ceci pour tout simplement pouvoir entre guillemets engraisser le studio de développement. Par exemple dans certains jeux, les développeurs feront en sorte de forcer entre guillemets les joueurs à payer en offrant une possibilité de progresser plus rapidement, puisque le jeu de base nous proposera au joueur qui ne voudra pas payer une progression assez lente qui au final va l'énerver, va le frustrer et donc va lui donner envie de dépenser de l'argent dans le jeu pour pouvoir progresser plus rapidement. Pour finir, un point qui est assez à part, on va dire, c'est pour ça que je le mets un peu à côté, c'est le partage du jeu sur les réseaux sociaux lorsque vous vous connectez, etc. Des fois dans les jeux, on vous propose, les jeux free-to-play, excusez-moi, on vous propose de vous connecter à un réseau social, bon, Facebook, Twitter principalement, bien évidemment, pour pouvoir soit voir le score de vos amis, etc. Mais c'est également une façon de partager le jeu à vos amis, donc sur les réseaux sociaux. On estime également que ce partage sur les réseaux sociaux amène entre 0,5 et 2 amis. Alors bien évidemment quand on dit 0,5 c'est qu'il y a une moyenne, on fait une moyenne à peu près approximative et donc on tombe entre, si vous voulez, entre 2 amis maximum qu'on peut amener, mais 2 amis c'est toujours 2 jours de plus et c'est toujours une stratégie marketing qui est faite pour que le jeu puisse toucher un public plus important qu'il n'avait auparavant. Il faut savoir que les statistiques actuelles ont prévu une hausse dans les prochaines années due principalement à l'augmentation des utilisateurs internet en Chine, puisque internet se démocratise vraiment en Chine en ce moment même. On a pu observer durant ces 5 dernières années une augmentation de 200 millions d'individus d'utilisateurs internet. Je ne sais pas si on peut vraiment se rendre compte, mais 200 millions d'utilisateurs pour un marché du jeu vidéo, c'est tout simplement phénoménal. Quand on voit que la Chine a beaucoup plus qu'1 milliard d'habitants, eh bien, on s'aperçoit que ce marché-là va vraiment être privilégié par le jeu vidéo. Et ça veut donc dire que dans les, disons, 2-3 prochaines années, on va encore avoir une augmentation du marché. Mais beaucoup de gens voient vite que ce marché du jeu free-to-play va finir par arriver à saturation. Il y est déjà encore un peu aujourd'hui, puisque beaucoup de studios de développement ont un peu la main prise sur ce marché-là, en sortant des jeux vraiment à succès qui monopolisent beaucoup de joueurs. Et donc, dans, disons, comme je l'ai dit, 2-3 ans, ce marché va commencer à stagner, pas forcément chuter, mais rester à peu près au même niveau, mais quand même un niveau qui est déjà assez important dans le domaine du jeu vidéo. C'est déjà la fin de cette vidéo, la toute première donc sur cette chaîne YouTube du projet Maxweb. J'espère qu'elle vous aura beaucoup plu. C'était une vidéo assez longue qui m'a pris beaucoup de temps. Vous pourrez retrouver mes principales sources qui m'ont servi à vous sortir ce dossier sur le free-to-play dans la description de cette vidéo. Donc c'est principalement 3 sources qui m'ont servi, des sources très intéressantes. Vous y retrouverez des choses que je n'ai pas forcément dites puisque j'ai dû faire un peu le tri des informations pour garder uniquement le nécessaire pour faire une vidéo des plus intéressantes et des plus synthétiques que possible. Donc je n'ai pas pu tout garder, mais j'ai fait vraiment le maximum que possible pour vous sortir une vidéo des plus intéressantes. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo, à lâcher un pouce bleu, un j'aime pour soutenir mon travail, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je vous donne donc rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, au revoir.